Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Mais oui, ça y est, c'est parti. De nouveau, le débat de l'été, 10h-13h sur Sud Radio, 0826 300 300 avec Zach qui vous attend au standard. Bonjour Zach. Bonjour Anthony, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, vaste programme, vous allez le voir dans un instant. On va saluer l'équipe qui est autour de la table. Antoine Dizy, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Nos débatteurs du jour. Avec vous autour de la table aujourd'hui pour débattre, Rodrigo Arenas, député LFI et membre du Conseil de Paris, William Tay, président du think tank gaulliste Le Millénaire, Jean-Marie Villain, conseiller régional et ancien maire de Viry-Châtillon. Et puis vous, au 0826 300 300, aujourd'hui, Antoine, nous allons parler du contrôle judiciaire allégé pour Patrick Bruel qui peut désormais se rendre à l'étranger alors qu'il est toujours mis en examen pour viol. Simple respect de la procédure ou passe-droit pour Patrick Bruel. Ensuite, et puis le maintien de sa tournée aussi. Exactement. Ensuite, la France emprunte désormais plus cher que l'Italie ou la Grèce. Comment rétablir la confiance des marchés dans la signature de la France ? Et enfin, alors compagne du présumé candidat imminent à l'élection présidentielle Raphaël Glucksmann, Léa Salamé doit-elle se retirer de toutes ses activités journalistiques ? Effectivement, me reste à saluer Louis Randazzo, excusez-moi. Randazzo, ça. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour, je suis vraiment désolé d'avoir écorché votre nom de la sorte. Vous programmez évidemment les sujets de notre émission. On aura notamment dans un instant Albert Texera qui nous rappellera quels seront les sujets que nous allons aborder dans quelques minutes à peine. Me reste aussi à vous dire bonjour Alexandre Saint-Etienne. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous êtes vous en charge de suivre les commentaires sur les réseaux sociaux avec cette question que nous vous posons sur Patrick Bruel et puis on retrouve sur Facebook, X, Instagram, tout à YouTube, fait. Les commentaires. N'hésitez pas à nous écrire, on vous attend. Est-ce que vous aussi vous êtes comme les victimes présumées de Patrick Bruel, choqués de ce contrôle judiciaire allégé? Albin Texera. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous allez bien? Mais très bien, écoutez. Est-ce que vous voulez nous dire ce que vous avez sous votre chemise? Alors non, j'ai un t-shirt, j'ai un magnifique t-shirt. De l'Euro 2016. Exactement. Ouais, que vous voulez pas montrer à la caméra de Sud Radio. Bien entendu que non. Dites-nous nos sujets dans un instant. Dans un instant, nous allons parler de la loi d'urgence agricole, Anthony. Le Conseil constitutionnel qui valide le retour des pesticides néonicotinoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'entrée en vigueur, comment ça va se faire? Nous serons avec Jérôme Bail, éleveur bovin, figure de la contestation paysanne en Haute-Garonne. Et à 10h15. Et à 10h15, nous avons beaucoup parlé de Patrick Bruel, donc nous allons revenir en longueur sur ce sujet. 32 plaintes qui ciblent le chanteur, un contrôle judiciaire qui a été allégé et surtout une tournée des concerts pour les 35 ans de son album Alors Regarde qui est maintenu en octobre. Nous serons avec Bénédicte Martin, écrivaine, journaliste et ambassadrice de l'association MeToo Media qui, bien entendu, est contre cet allègement de ce contrôle judiciaire et pour, bien entendu, je suppose, le report de ces concerts qui commencent dans moins d'un mois. Et puis nous aurons aussi l'éclaircissement d'un avocat, Maître Juglar. Il me reste à saluer Marie à la rédaction, à la réalisation, et puis vous, mes chers amis, auditrices, auditeurs de Sud Radio, qui nous faites l'honneur, le plaisir d'être fidèles chaque jour. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à réagir au standard chaque jour. Merci infiniment pour cela. Allez, les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et donc, Jérôme Bail est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de venir nous expliquer un petit peu cette loi d'urgence agricole avec le Conseil constitutionnel qui réintroduit l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes. C'est pas facile à prononcer. Il est horrible ce mot. Néonicotinoïdes. Merci Albin Texera. Vous moquez pas de moi. Jérôme Bail, votre première réaction là-dessus, vous vous en satisfaisez, j'imagine? Je ne sais pas si je dois m'en satisfaire, parce que malheureusement, c'est pas juste la réintroduction de deux molécules qui va sauver l'agriculture française. Et le problème, alors je vais pas dire vous, je vais dire tous, la population et les médias, vous faites un raccourci sur la loi d'urgence agricole juste avec le retour de ces deux pesticides ou insecticides.
Voilà, il y a quand même d'autres choses dans la loi d'urgence agricole, surtout comme un gros problème qui touche aujourd'hui une grosse partie de la France, c'est le stockage d'eau. Voilà, le raccourci sur l'acétamipride, dites-vous que ça va toucher 1 ou 2% de la production française. Et pourtant, juste, c'est spécifique. C'est ce dont on parle le plus. Et à base. Mais bien sûr, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc là, c'est exactement pareil, en sachant que certains idéologues font tout simplement un raccourci de la loi d'urgence agricole sur l'acétamipride. Mais de l'acétamipride, je suis persuadé qu'il y a plus, il y en a plus sous les éviers des Français que dans les locales phytosanitaires des agriculteurs. Je vais vous dire un truc, tous les insecticides que vous utilisez pour tuer les mouches, les guêpes, les frelons, il y a de l'acétamipride qui est dosé à 2 mg par litre, alors que nous, dans l'agricole, ça va être autorisé à titre dérogatoire qu'à 0,5 mg par litre. Donc aujourd'hui, quand même, ça, pour moi, c'est pas le centre du débat, même si pour certains idéologues, ça aide et ça met de l'huile sur le feu. Moi, ce que je veux constater aujourd'hui, c'est que la loi, c'est qu'on soit obligé de faire une loi pour sauver un métier, pour sauver une profession. Ça veut dire c'est plus grave. Que vous êtes en accord avec les revendications de la FNSEA qui veut un plan sur la sécheresse et donc l'introduction de vraies mesures pour le stockage de l'eau. Heureusement, moi je vais vous expliquer, je peux vous donner un cas concret sur mon exploitation. Aujourd'hui, le stockage de l'eau, c'est pas le combat de la FNSEA, c'est le combat des agriculteurs français. Il faut pas faire de raccourci là-dessus. Moi, je suis un syndiqué, vous le savez très bien. Moi, dans ma région, je peux vous donner un exemple sur mon exploitation que je connais très bien puisque c'est la mienne. J'ai semé pour 15 000 euros de semences africaines, du sorgho fourragé, donc des plantes qui poussent sous forte chaleur. Aujourd'hui, mes 15 000 euros ont été jetés par la fenêtre puisque j'ai rien qui a poussé parce que j'ai eu que 8 mm d'eau depuis le mois de mai. Donc si j'avais eu un peu d'eau, j'aurais pu arroser ces plantes et mes semis au départ, tout simplement pour nourrir mes animaux cet été et éviter de taper sur mes stocks et éviter de mettre mon exploitation en danger, comme énormément d'exploitations aujourd'hui en Occitanie, même partout en France, puisque la sécheresse sévit aujourd'hui tout le territoire français. Vous l'avez dit, cette loi d'urgence agricole, c'est quand même un signe que l'État fait. Quand même, il y a une loi qui est mise en place. Vous demandez quoi concrètement en plus aux politiques, sachant qu'il y a quand même une présidentielle qui arrive. On sait qu'il n'y reste pas beaucoup de temps, donc le gouvernement va pas vraiment bouger grandement les lignes jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Mais justement, pour cette présidentielle, vous demandez quoi aux candidats? Comment on peut aider concrètement l'agriculture? Des choses à demander, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup par région, il y en a beaucoup par filière. Donc c'est quand même assez vaste de demander aujourd'hui des revendications et que les revendications de Jérôme Bail. Moi, ce que je peux dire, c'est que vous dites qu'aujourd'hui rien ne va bouger, mais je pense que les élections présidentielles, ça va pas être avant mi-mai, mais d'ici mi-mai, s'il n'y a rien qui se fait pour l'agriculture française, je peux vous dire, ça va être un désastre. Il y a une étude qui est sortie, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un sondage, la Chambre d'agriculture de la Charente, qui a fait un sondage sur 1800 agriculteurs. Il y a 64% des agriculteurs qui veulent arrêter leur profession, qui veulent arrêter leur activité. Donc ça, c'est plus grave. Et malheureusement, on n'aura pas 8 mois à attendre qu'il y ait un autre homme politique qui va être élu à la tête du pays. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que si le président de la République veut sortir par la grande porte et laisser, alors par la grande porte, même si elle ne sera pas grande d'après moi, mais bon, ça c'est que mon avis personnel, mais ce que je veux dire, s'il veut laisser quand même une trace un peu forte pour l'agriculture, il faut vraiment qu'il arrive à faire des mesures et qu'il annonce des mesures dès la rentrée pour l'agriculture, pour notre souveraineté, pour notre autonomie alimentaire. Parce que dites-vous un truc, c'est qu'aujourd'hui, sans agriculture française, on sera dépendant encore plus de la production étrangère. Et vous savez, quand c'est les autres qui décident pour nous, souvent, on est juste obligé de se taire et de payer. Et malheureusement, moi, je crains ça. Donc aujourd'hui, oui, il faut un plan fort pour l'agriculture. Moi, je peux vous le dire, je vais rencontrer encore une fois des politiques pour leur expliquer. Et si aujourd'hui, on n'a pas une mesure, un plan sur 1, 2, 3, 4, 5 ans avec des milliards d'euros pour restructurer l'agriculture française, moi, je peux entendre la population française qui est inquiète pour les pesticides, qui est inquiète pour la santé de leurs enfants, pour la qualité de l'eau, mais je l'entends très bien.
Et je peux le concevoir. Mais à côté de ça, il faut aussi arrêter cette hypocrisie de dire, moi, je veux pas que les agriculteurs stockent de l'eau, mais par contre, je veux me laver ma voiture 3 fois par semaine et je veux continuer à remplir ma piscine 1 fois par semaine pour qu'elle soit au niveau. Je veux bien comprendre qu'ils disent que les agriculteurs français, il faut pas qu'ils utilisent de pesticides. Il n'y a pas de souci. Mais à ce compte-là, on n'importe plus aucun produit de l'étranger qui respecte pas les normes environnementales, sanitaires et sociales françaises. Et là, vous verrez que ça sera la famine. La France des injonctions et puis des réglementations contradictoires. C'est ça que vous dénoncez aujourd'hui. Et c'est l'hypocrisie de tout le monde aussi. Moi, je suis désolé. Quand on interdit de faire du poulet semi-industriel parce qu'on a 30 000 poulets, qu'on interdit de le produire en France et qu'à côté de ça, on importe du poulet d'Ukraine ou de Thaïlande où c'est qu'il y a 5-6 millions de poulets dans les bâtiments qui n'ont jamais vu le jour, c'est quand même se dire que au final on n'est pas cohérent dans nos propos. Voilà, moi c'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, moi je peux comprendre l'inquiétude des Français, je la comprends. Mais je ne sais pas s'ils ont vu dans les supermarchés, aujourd'hui il y a des tomates françaises, puisque sous l'excuse qu'il n'y a pas eu d'eau et qu'il y a eu la sécheresse et qu'il y a eu de la chaleur, il y a des tomates françaises à 8 € le kilo. Les Français ne peuvent plus l'acheter. De quelle couleur politique vous vous sentez le plus proche aujourd'hui dans les revendications agricoles qui sont celles que vous portez notamment aujourd'hui ? Mais de quelle couleur politique ? Je vais vous dire un truc, est-ce que les Français croient en la politique ? Je pense pas. Et moi je suis comme les Français, je n'y crois plus. Tout simplement, si la politique aurait dû faire changer les choses, il y a longtemps que ça aurait été... Comme gauche, il y en a aucune aujourd'hui qui est en mesure de relever le défi qui est devant nous avec notre agriculture. Mais je suis mais même plus que l'agriculture, je suis très simplement inquiet pour l'avenir de notre pays. Si aujourd'hui, il n'y a pas des Français qui se réveillent et qui disent maintenant, il faut que ça change, moi je suis très inquiet. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit les politiques et nos politiques qui décident de l'avenir de notre pays. Moi, je suis persuadé qu'on a un système administratif qui a pris du poids et qui a pris trop de poids là-dessus et qui donne tout simplement un peu trop son avis. Merci. Beaucoup, on va vous remercier. En tout cas, ça va être un sujet pour la présidentielle, ça on le sait, et la présidentielle qui va démarrer dès septembre. Dès septembre, on va avoir des débats. Dès septembre, ce sujet de l'agriculture va être sur la table, ça on le sait, et on verra ce qu'il va en être avec tous ces candidats qui se portent à l'Élysée. Que vont-ils dire par rapport à cette colère agricole ? On va surveiller ça de très près. Dans un instant. Merci Jérôme Baillan, merci à vous. Bovin. On vous connaît bien pour votre franc-parler. En tout cas, c'est bien passé sur Sud Radio. À très vite. Albin Texer dans un instant. On va parler de l'affaire Patrick Bruel. Là, un contrôle judiciaire assoupli et une 32e plainte pour tentative d'agression sexuelle. Patrick Bruel fait toujours autant parler. Mais que va-t-il vraiment en être de ce contrôle judiciaire assoupli ? Beaucoup de gens s'en indignent. Parmi ces personnes, nous allons retrouver Bénédicte Martin, écrivaine, journaliste et ambassadrice de l'association MeToo Média. Et puis on aura aussi un avocat pénaliste, maître Mathieu Juglar, qui nous détaillera un petit peu est-ce que c'est normal cet allègement de la procédure à ce stade. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. 10h18 sur Sud Radio, 0826 300 300. Si ce que vient de dire Jérôme Bail vous fait réagir, évidemment, vous appelez Zach qui vous attend. Albin Texera, maintenant on va revenir sur l'affaire Patrick Bruel. Et oui, le chanteur est visé désormais par 32 plaintes pour viol depuis hier. Tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Certains faits sont prescrits, d'autres non. Patrick Bruel est depuis le 10 juin mis en examen dans 4 affaires pour l'instant. Un viol à Neuilly-sur-Seine en 2008, un à Bruxelles en 2010, une affaire d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019. Ça, c'est les 4 affaires pour lesquelles il est mis en examen. Il est également placé sous le statut de témoin assisté dans 4 autres affaires. Donc, il est vraiment face à la justice, face à un gros problème. Et tout de même, son contrôle judiciaire a été assoupli. Il a pu partir en vacances quelques jours à l'étranger et ça a beaucoup fait parler, notamment Bénédicte Martin, écrivaine, journaliste et ambassadrice de l'association MeToo Média qui est avec nous. Bonjour Bénédicte Martin. Oui. Bonjour. Je le rappelle aussi, vous êtes plaignante contre Patrick Poivre d'Arvor et nous accueillons également Mathieu Juglar. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat pénaliste. Et avec vous, on va aussi essayer de comprendre un peu mieux ce cas de cet allègement du contrôle judiciaire de Patrick Bruel. Peut-être déjà avec vous, Mathieu Juglar. Est-ce que c'est normal là de voir que le contrôle judiciaire de Patrick Bruel est allégé à ce stade de la procédure ? Alors, est-ce que c'est normal ? Ça serait prendre une position sur le dossier que je ne connais que comme vous par voie de presse. Et donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est normal. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Le juge d'instruction a le pouvoir de modifier le contrôle judiciaire. C'est un pouvoir qui lui est reconnu par la loi, ce sont les articles 139 et 140 du Code de procédure pénale. Et c'est un pouvoir qui s'exerce au vu des éléments de la procédure dont il a connaissance, c'est-à-dire de comment le mis en examen respecte son contrôle judiciaire, également les actes qui ont pu rentrer, l'attitude du mis en examen de manière générale. Alors on parle quand même de quelqu'un qui est certes poursuivi pour des faits qui pour la plupart sont assez anciens, qui je pense que cela a été une des motivations profondes et psychologiques du juge d'instruction ou des juges d'instruction, parce qu'ils sont plusieurs saisis. 4, exactement. Je pense que la motivation profonde a été finalement Patrick Bruel, tout mis en examen qu'il soit, avait tout loisir d'échapper à ses responsabilités, si tant est qu'il en est, à compter dès qu'il a eu connaissance des plaintes déposées contre lui, parce que ça fait quand même les gros titres, il ne l'a pas fait. À partir de là, le contrôle judiciaire, l'interdiction de quitter le territoire national pouvait tout à fait, d'après les juges... Mais ça intervient, si vous voulez. Il est mis en examen le 10 juin 2026. Le 21 juillet 2026, il a cet allègement de son contrôle judiciaire. C'est ça qui, aujourd'hui, interpelle. Alors ça, c'est vrai que on peut comprendre la réaction des parties civiles, que ça aille très vite. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que dans un dossier où il y avait des réquisitions de détention provisoire, des détentions provisoires qui ont été manifestement, des réquisitions qui ont été manifestement rejetées, ça interpelle beaucoup. Je vois là également dans la presse que cette décision fait l'objet d'un appel. On va voir du parquet, effectivement, et la décision serait rendue le 16 septembre prochain. Voilà. Donc, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles va apprécier ou pas le bien fondé de cette main levée. Donc, ça veut dire que le parquet a fait appel. C'est vrai qu'on peut se dire ça intervient très tôt. Encore une fois, je pense qu'on est dans un dossier assez particulier de par les personnalités des parties, de par aussi le fait que... Oui, finalement, mais il y a 32 plaintes, si vous voulez. C'est ça aussi qui, j'imagine, choque beaucoup. On va se tourner peut-être vers Bénédicte Martin. Vous, de votre côté, ça vous choque forcément. Évidemment, en quoi c'est trop tôt ? Ça, c'est vraiment, je me pose la question. Et on parle justement là, vous faites de la vous dites de la particularité du mise en cause, machin, et tout ça. Moi, justement, je veux dire, là, on est vraiment sur une justice à deux vitesses. Pourquoi la personnalité de Patrick Bruel influencerait un allègement du contrôle judiciaire? En l'occurrence, je ne vois pas pourquoi. Il y a véritablement une justice à deux vitesses en France et preuve en est faite encore aujourd'hui. Combien de plaintes faudra-t-il pour que la loi s'applique de la même manière pour tout le monde? Parce que ce ne serait pas Patrick Bruel, évidemment, qui serait en préventive. La présomption d'innocence, oui, mais est-ce qu'elle vaut actuellement pour tous ceux qui sont en préventive pour des faits même mineurs contre donc pour vous, en apparence? Pour vous, il n'y a pas de présomption d'innocence à partir du moment où on a 32 plaintes pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel? La présomption d'innocence, mais je suis pour. Mais dans ces cas-là, je veux dire... est-ce qu'elle vaut de la même manière pour les gens qui, pour des faits mineurs commis, qui sont présumés commis par Patrick Bruel, sont actuellement en détention?
Peut-être aussi. On peut se poser la question. Qu'effectivement, il y a une impunité, quoi. Mathieu Juglar. Alors, non, c'est totalement faux. C'est totalement. Expliquez-moi. Non, ce que vous dites là est même absolument effrayant. En réalité, vous interrogez l'opportunité du placement en détention provisoire. Effectivement, là où je vous rejoindrai volontiers, c'est que la détention provisoire aujourd'hui est utilisée à tort et à travers. Et d'un autre côté, j'ai eu un certain nombre de dossiers entre mes mains. Là, il faut rappeler qu'on est tout de même sur des crimes. N'était pas prononcé en matière de viol, même pour des Monsieur Dupont. Mais le viol est un crime. Comment ? Oui, non, mais Mathieu Juglar, le viol est considéré comme un crime. Oui. En quoi est-ce faux, de votre point de vue, ce que dit Bénédicte Martin mais parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voudrait faire d'une instruction une sanction. Ce n'est pas ça. L'objet de l'instruction n'est certainement pas d'être une sanction. L'objet de l'instruction, c'est une enquête poursuivie par un juge, sous la direction d'un juge, et à laquelle participent les parties. Mais on peut comprendre. J'entends volontiers. Alors oui, moi j'entends. Pas en même temps. Maître, on peut comprendre quand même le discours de Bénédicte Martin. Il y a quand même 32 plaintes. C'est pas une, c'est pas deux. Déjà deux, c'est deux de trop. Là, il y a quand même 32 plaintes. On peut comprendre aussi que les victimes présumées, que les personnes qui s'engagent face à. Qu'elles en soient offusquées, je le comprends. Qu'elles en soient offusquées, je le comprends. C'est plus qu'offusqué. Là, c'est blessé. Quoi. Là, c'est pas entendu. Mais je pense, mais vous avez été entendu. Toutes ces victimes ont été entendues. Elles ont même été les premières. Vous pensez qu'elles sont entendues quand elles sont susceptibles de croiser Patrick Bruel dans un aéroport ou à l'étranger? Mais c'est une violation du contrôle judiciaire. Ça, ce serait une violation du contrôle judiciaire. Et vous savez très bien que la violation du contrôle judiciaire entraîne l'incarcération immédiate. Et là, c'est l'incarcération. Et pourquoi on n'a pas prévenu les victimes en amont aussi qu'elles pouvaient être confrontées à croiser Patrick? Elles ont été évidemment prévenues. Mais évidemment. D'accord. Comment vous le savez? C'est une disposition du Code de procédure pénale. L'interdiction de contact fait évidemment l'objet d'une information à toutes les parties civiles et plaignantes. Et l'ordonnance a été versée dès le 21 juillet dans le dossier de la procédure. Si je peux me permettre, on va remettre quand même les faits en place. Je le rappelle, 32 plaintes, c'est beaucoup. 32 plaintes. 32 plaintes, c'est beaucoup. Il y a 4 mises en examen. Il est placé sous le statut de témoin assisté dans 4 autres affaires. C'est quand même beaucoup de faits. Et le dossier est quand même lourd quand on l'entend comme ça et quand on le donne quand même au grand public. Bénédicte Martin, vous êtes ambassadrice de l'association MeToo Média. Quand vous avez appris concrètement que ce contrôle judiciaire a été assoupli et qu'il a pu partir à l'étranger, je rappelle, c'est un bref séjour à l'étranger, c'est ces avocats qui nous l'ont dit. Vous sentez que c'est une agression, puisque certaines plaignantes se disent en fait que c'est une deuxième agression, quoi, 2 mois après. C'est surtout qu'il y a eu 2 agressions présumées en Suisse et en Belgique, donc à l'étranger. Oui, ce n'est pas, en l'occurrence, je veux dire, il n'agit pas uniquement que sur le territoire national. Alors moi, franchement, j'ai été effectivement plus outrée d'apprendre que Patrick Bruel part en vacances, part à l'étranger, alors que les victimes ces victimes souffrent. Et notamment, je veux dire, le nombre des victimes s'accumule. Je trouve que c'est d'une indécence la plus totale. Et qu'est-ce qu'il nous dit en fait qu'à l'étranger, il continue à maintenir les 3 autres points de son contrôle judiciaire, qui sont se faire soigner, ne pas fréquenter les salons de massage. Qu'est-ce qu'on sait? Déjà, dans quel pays est-il allé? A-t-il fréquenté peut-être un salon de massage là-bas? Je veux dire, on est en droit de se poser la question. Évidemment. Je veux dire, le fait qu'il reste sur le territoire national permet aussi de beaucoup plus le contrôler et de voir justement qu'il n'outrepasse pas, je veux dire, les points qui sont prévus. Donc là, il passe un peu sous l'œil du radar. Oui. Bénédicte Martin, si vous voulez bien, je vous garde un petit peu avec Maître Juglar. On revient dans un instant sur Sud Radio parce que je sens qu'on n'a pas fini cette discussion. À tout de suite. Sud Radio. Parlons